Une des manières de le diagnostiquer, généralement, ce syndrome apparaît à l'âge de l'adolescence, au moment où l'ego devient plus fort. Les gens ont davantage envie en fait, de paraître forts. Donc à l'adolescence, vous allez commencer à avoir des adolescents qui, avant les compétitions, vont se trouver des excuses. Ah, j'ai mal aux pieds. Ah, cette semaine, j'ai été enrhumé. Et le plus gros indicateur est quand ils commencent eux-mêmes à donner en fait ces douleurs, ces indices à des compétiteurs. Parce que généralement, la dernière chose qu'on veut montrer à des compétiteurs, c'est justement ces points faibles. Quand vous avez ce type de profil de personne, la première chose pour qu'ils ne succombent pas à ce syndrome, c'est de les prévenir de l'existence de ce syndrome. Attention, vous avez beaucoup donné et il est possible qu'à un moment, votre ego se manifeste et vous mette des bâtons dans les roues, de manière à se protéger lui-même. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Ça, c'est intéressant parce que c'est une sorte d'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage complet. Je préfère avoir le contrôle de mon échec. Je ne veux le laisser à personne d'autre. Voilà. Et prévenir qu'on fait ça, je trouve ça l'idée très bon, qu'on peut parler de ça, que ça c'est une stratégie. Et puis ça c'est une chose, mais comment aider à la personne d'aller quand même d'avant et d'accepter un échec, si jamais. Justement, il faut la rassurer et lui dire que la seule chose sur laquelle elle a besoin de se focaliser, en fait, c'est de faire ce qu'elle sait faire. Elle a passé énormément de temps. À partir du moment où le coup de pistolet est entendu, tu te concentres sur ce que tu sais faire. Et ça, c'est des choses que tu fais des heures par jour. Tu n'as besoin de penser à rien d'autre. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un ancrage, qu'il se concentre que sur ça, ce qu'il fait toujours, rien d'autre. Alors, vraiment sur ça, et puis même plus penser au placement. Ne plus s'écouter soi-même. À ce moment-là, avant la compétition, on fait un complet shutdown. Je n'écoute plus mes pensées. Je me focalise à partir du moment sur faire ce que je sais faire. Ah oui, alors ça c'est très important, notez ça, parce que c'est vraiment, de vraiment se concentrer sur ça. On vit tout. Ouais. Ah oui, ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on ne pense pas au but, on ne pense pas aux compétiteurs, on pense à plus rien, on pense à ça, ce qu'on a automatisé dans l'entraînement. C'est ça. Et c'est pour ça que souvent, lors des compétitions, quand vous regardez les athlètes à la télé, les nageurs, vous les voyez, ils ont l'air vides. Ils regardent devant et ils ont l'air pourtant relax. Ils vont avoir une compétition, mais on les voit complètement détendus, en train de souffler. Ils se vident l'esprit de tout doute. Comment est-ce que vous apprenez à faire ça? Vider l'esprit? C'est quelque chose en fait qu'on apprend sur des années. Et c'est en faisant des erreurs, en fait, justement. Quand on est petit, on pense trop, donc on échoue. Et en prenant conscience, justement, de pourquoi on échoue, qu'on pense trop à ce qui se passe autour. Au fur et à mesure, on comprend que la meilleure solution, c'est justement de se focaliser sur ce qu'on sait faire, le but final, et de ne rien mettre. Par expérience. Par expérience, tout à fait. Alors, vider, il y a quand même une possibilité, mais ça, vous devez chercher avec l'athlète. Pour vider l'esprit, c'est qu'on remplace. Ça veut dire qu'on fait des ancrages, et dans l'entraînement aussi, qu'on peut voir qu'une couleur. Ou qu'on peut, on se concentre sur quelque chose qui est vraiment... Moi, j'avais raconté avec celui-là qui a fait le course de Ataman, longue course, il pensait jamais à arriver au but, il pensait à ce que je vois. Alors il pensait plus du tout à soi-même, il pensait à ça ce qu'il voyait, et puis ça faisait qu'il arrivait au but. Alors parce que vider, Plus penser à rien. Plus penser à rien, il faut donner quand même pas. Plus penser, on peut pas, mais on peut penser à ce bon sentiment qu'on a dans le corps quand on fait quelque chose de bien. Il faut le remplacer, parce que sinon c'est extrêmement difficile de dire je pense à rien, parce que le rien est aussi quelque chose. Donc, quand je dirais rien, ce n'est plus de raisonnement complexe, Voilà, plus de raisonnement. Exactement. Alors on peut tout à fait soutenir les gens d'avoir des pensées qui sont très simples et puis très motivantes. Mais ça, il faut demander, il faut aller à la recherche quand vous travaillez avec.
Après, ce syndrome aussi peut être amplifié justement par un problème d'ego. Donc, d'un point de vue hypnothérapie, il est possible en fait de voir si cette personne a des problèmes de confiance en soi. S'il y a des personnes dans son entourage, par exemple son père ou sa mère, qui le rabaisse constamment, ces personnes, c'est peut-être ça qui peut justement provoquer ce syndrome de la jambe de bois. Donc en travaillant dessus, en rehaussant son ego, on peut justement lui permettre de sortir de ce schéma d'échec lors des compétitions. C'est un très bon point. On pense quelquefois que tous les sportifs, ils ont un ego parce qu'ils s'entraînent et puis tout, mais les doutes et puis les peurs nourris qu'on va rencontrer un adversaire qui est peut-être plus fort, c'est là où il faut développer des stratégies. Ouais, c'est bien ça. Des personnes, je parle aussi d'expérience par exemple, je suis arrivé à un niveau international chez les jeunes, mais je me souviens encore d'une discussion que j'avais eue avec mon entraîneur quand j'avais 12-13 ans, où je lui demandais « Hey, est-ce que tu penses que j'arriverai à me qualifier des championnats de France ?» Ce qui était assez facile pour moi plus tard, mais à l'époque il m'avait répondu « Oh David, moi je t'entraîne juste pour être à un bon niveau régional parce que je pense pas que tu arriveras à aller dessus. » Et si je m'en souviens encore à 39 ans, c'est qu'à cette époque, ça m'a marqué. Exactement. Donc il peut y avoir des séances de régression à faire sur ce type d'athlètes qui continuent à tirer leurs problèmes à l'âge adulte, alors que ce ne sont plus les mêmes personnes, des années sont passées, des heures d'entraînement, des milliers d'heures d'entraînement en plus. Donc il faut les laisser lâcher prise sur leur passé, sur ce qu'on a pu leur dire. Maintenant, ce sont des personnes complètement différentes. Oui, là vous avez toutes les panoplies de régression. Effectivement, ce sont des mots qui sont surtout que c'est une personne un jeune athlète, c'est un modèle. C'est ça, on a le coach, on a des rêves à ce moment-là. Les coachs sont, ça, ce que le coach dit, d'aller contre, ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Une question, qu'est-ce qui a fait que justement tu as réussi à surmonter ça à cet âge-là, quoi? En fait, j'ai fait attention. Je me souviens toujours de son commentaire, mais je me suis dit, de toute manière, ça ne va rien changer, je vais m'entraîner, je vais faire ce qu'il y a à faire. Et mon niveau a décollé et je me suis dit, bon, je pense qu'il s'est trompé. Mais déjà, tu avais une volonté Exactement. Très forte. J'avais de toute manière une volonté très forte de réussir. Parce qu'en fait, ce qui fait un athlète au niveau, c'est pas forcément, je dirais, son niveau physique avant tout, c'est son envie de toujours vouloir progresser et de faire une compétition et de faire la compétition avec les autres. La pire chose à dire à un sportif au niveau, c'est l'important, c'est pas de gagner, mais de participer. Là, la personne va se lever, elle va partir tout de suite. L'important, c'est vraiment pour un sportif au niveau, justement, de pouvoir progresser, de toujours pouvoir s'améliorer. Oui. Moi, j'en vois beaucoup. Mes fils font du judo, ils font la compétition. Oui. Le grand, il s'entraîne 5 fois par semaine. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Et moi, je m'encourage beaucoup à écouter la fatigue, en fait. Et je me demande comment je vais faire moi, l'entraîneur, franchement, il ne s'intéresse pas beaucoup à tout ce qui est coaching mental. Voilà. Il n'y a pas du tout ça, en tout cas dans le club où il est. Voilà. Comment on va faire la différence entre le sabotage et la fatigue, parce que je vois la fatigue derrière, parce qu'ils grandissent quand même, ils sont beaucoup le week-end, ils sont au tournoi, l'école. Comment en judo, c'est peut-être un petit peu plus complexe qu'en athlétisme, en natation, en sport d'endurance, mais généralement, quand on voit qu'il y a un trop décalage entre ses performances à l'entraînement et ses performances en compétition, on sait qu'il y a un acte de sabotage. Quand il y a un décalage entre le niveau de performance à l'entraînement et le niveau de performance en compétition. Il y a le choix délibéré en fait de se mettre des bâtons dans les roues et d'échouer. Il faut que l'athlète, justement, souvent c'est chez les jeunes athlètes, donc quel âge a
Le grand, il a 14 ans. Ouais, donc c'est l'âge, justement, où l'ego devient de plus en plus fort et il se manifeste de manière de plus en plus violente, de manière de plus en plus évidente. Donc, quand il commence aussi à se trouver des excuses, j'ai mal à une épaule, j'ai mal et c'est toujours au moment de la compétition, hein, ce sera jamais avant. Là, il y a un acte, justement, de sabotage. Donc, rendez-le conscient de ça, et une fois qu'il en est conscient, normalement, ça peut commencer à se gérer tout seul, en fait. Très bien, ça c'est pour la jambe de bois. Un deuxième élément, le stress excessif. Chez le sportif de haut niveau, chacun vit le stress différemment. Le stress impacte chaque personne différemment. Certaines personnes, le stress en fait est un excitant, leur permet de mieux se réaliser, alors que chez d'autres, ça les fatigue, ça les goûte. Donc le tout est de comprendre en fait comment le stress va les impacter. Généralement, le stress est un problème chez les enfants. Ça peut leur provoquer des crampes, d'estomac. Justement, ils vont préférer aussi éviter la confrontation. J'ai un enfant de 12 ans qui est stressé en fait dès que je proposais une compétition. Et la meilleure manière en fait pour moi de l'avoir la meilleure manière pour moi de leur faire partir ce stress, c'est de lui avoir expliqué justement que le stress, c'est un ami avant tout. Dans une compétition, le stress, c'est ce qui permet de se surpasser. Donc lui, à un moment, il a interprété ça comme un signal négatif, mais c'est ce que je dis, c'est le stress pour toi, c'est une manifestation que cet événement compte pour toi, a de l'importance, et le stress te permettra de te surpasser, en fait. Sans ça, tu n'y arriveras pas. Donc, prends-le comme un ami, ne le vois pas comme un ennemi. Laisse-le rentrer en toi et dis-toi que c'est normal. Et depuis que je lui ai dit ça, justement, tout va beaucoup mieux. Il ne ressent plus le stress de la même manière à partir du moment où il a compris que le stress est un ami dans la performance. Donc là, c'est intéressant comme concept. C'est comme accepter que les émotions veulent dire aussi quelque chose, hein, et puis de le lire. Et puis j'aime bien cette explication qu'effectivement, il y a quelque chose qui compte. Par contre, le stress avant, c'est pas la même chose. Oui, le stress, hein, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des compétitions où je commençais à trop penser à cette compétition 2 semaines avant. Donc le stress n'était pas très fort, il était très léger. Mais le jour de la compétition, j'arrivais et j'étais déjà en fait vidé d'énergie. Je n'avais plus l'énergie mentale ni physique pour faire une bonne compétition. Donc ça, c'est des points justement où une fois que la personne sait comment elle réagit au stress, on peut la déconditionner ou la conditionner pour que le stress arrive à un moment différent dans le temps. Ça veut dire, rappelez-vous, il y a toujours préparation, compétition, transition. Et le stress n'est pas en soi quelque chose de mauvais, mais il y a des moments où le stress bloque. Et puis, je trouve que aussi, c'est de voir comme ami, c'est important. Rappelez-vous de mon coureur d'automobile qui n'avait plus de stress et puis qu'il était au dernier. Il ne voulait pas. Je veux dire, c'était pas ça ce qu'il voulait. Ça, je trouve un très bon point. Je dirais que le plus on essaye justement de bloquer ce stress, hein, le plus en fait il s'accroche, il rentre. Voilà. Donc à partir du moment où on accepte, ok, j'ai une compétition, le stress va rentrer, je le laisse rentrer. Le niveau stress sera tel qu'il doit être, on ne s'oppose pas, c'est déjà une grosse victoire, on se sent beaucoup mieux. C'est comme entrer dans les douleurs, entre dans ton stress, et puis utilise-le. C'est ça. Parce que c'est une énergie, hein, finalement. Tout à fait, ça masque le stress dans une course de fond permet de masquer la douleur en fait. Ah, ça, ouais. Quand on voit très bien le niveau dans un entraînement et dans une compétition. Dans un entraînement, on n'a pas de stress et on ressentira la douleur de manière beaucoup plus forte justement parce que le stress n'est pas présent. Lors d'une compétition, c'est ce qui permet vraiment de donner le meilleur de soi-même, de donner 100% de son énergie. Sans ce stress, on n'y arriverait pas.
Alors, c'est une stress énergétique finalement, c'est une énergie aussi. Hein, Oui, vas-y. L'agence de voix, c'est justement, on lui apprend à plus penser. Donc, c'est juste avant une compétition, une semaine avant, comme ça. Donc, vous faites la visualisation, par exemple, parce qu'un enfant, avant une compétition, va quand même visualiser sa course pour être performant. Alors, à quel moment est-ce qu'il doit quand même visualiser ou il doit faire un stop penser, pas penser pour pas avoir justement, s'il y pense trop, s'il visualise sa course, il va peut-être trop y penser puis se dire ah j'ai mal à la jambe ou j'ai mal au genou. Oui, il y a un juste milieu là-dessus. Ouais, Là, on est vraiment toujours sur une ligne de crête en fait entre le trop y penser et se désintéresser. Ouais, mais l'enfant devrait visualiser juste avant la compétition. Quel sport en particulier? Course à pied, par exemple, Course à pied. l'athlétisme. Je dirais qu'il y a une préparation plutôt mentale à la douleur en fait. C'est dans une semaine, ça va pas être facile, je vais ressentir la douleur et on s'y prépare mentalement. Moi, je distinguerais les ruminations, l'anxiété. J'ai une course, je m'inquiète, est-ce que ça va aller, est-ce que je vais être au niveau, est-ce que je vais pouvoir donner le meilleur? Et puis le stress physiologique, qui est notre élément. Et puis quand je peux ressentir cette tension, est-ce que je vais être au niveau, donner ces outils de régulation en fait. Ok, là je sens que je suis en train de partir dans ma tête sur des trucs, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour moi pour réguler ça? Peut-être un ancrage, peut-être d'autres choses, respirer, peut-être prendre conscience de ça. Et là je gère et je peux me laisser traverser par ça parce que ça m'indique que je suis pas tout le temps fait prêt et que j'ai encore besoin de travailler un peu. Pour moi, ça, c'est la partie plutôt anxiété. Souvent aussi, ces exercices de visualisation sont faits lors de l'entraînement. Ouais. Parce que ce qu'on dit souvent, en fait, quand on est sportif, pour être un sportif de haut niveau, il faut être obsessif et schizophrène. Donc, quand on est dans son entraînement, on est à 100% dedans. On visualise justement les compétitions. Mais quand on sort de l'entraînement, on arrête complètement d'y penser. Pour ne pas justement créer cette fatigue mentale. C'est rumination. C'est ça, c'est rumination. Ouais. C'est obsessif, obsessionnel et schizophrène, les deux en même temps. C'est fort. D'où la ligne de crête. Hein. Bon, là, effectivement, c'est de nouveau apprendre, et puis ça c'est facile, dans un rôle, et puis sortir d'un rôle, d'accord? On est dans le rôle de judoka, et puis on est dans le rôle d'élève. Je veux dire, c'est ça qui est important, et puis qu'on peut tout à fait travailler dessus. Et puis te dire encore quelque chose que ça m'a dit, mais il y a plein d'outils en hypnose qu'on peut vraiment aider aussi les ancrages qui déstressent. Alors, arrêter le stop pensée est aussi quelque chose de très important, et puis ces ancrages olfactifs pour gérer ça. Mais aussi le plaisir d'aller de rôle en rôle. Ça, on peut créer cette joie de « Ah oui, là, je laisse… » Les enfants, souvent, c'est aussi « On met ça dans un paquet, on le met dans un coin, et puis là, maintenant, je suis le gamin qui peut jouer. Hein. Enfin, il faut trouver l'image. Un enfant aussi, dans la compétition, aura toujours tendance à penser que c'est le seul qui stresse. Donc aussi, à partir du moment où on lui dit « Mais t'es pas le seul, tous autour, ils stressent. » C'est pas des robots, ils sont exactement comme toi, ils ont des sentiments. Et quand on leur fait remarquer ça aussi, c'est beaucoup plus facile pour eux de comprendre que c'est une réaction normale. C'est difficile pour un enfant de comprendre que les autres, parce que les autres ne le montrent pas non plus. Hein. Ils ne montrent, ils disent pas « Oh, je suis stressé ». Non, ils ne le diront pas. Quand on est sportif, on a toujours tendance à voir les autres comme des machines en fait, qui n'ont pas de sentiments, comme des robots. C'est faux, ils ont les mêmes faiblesses que nous. Alors, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit, et je reviens un tout petit peu là-dessus, que tu as dit que malgré que mon entraîneur a dit ça, je veux y arriver. Ça veut dire que ta motivation était intrinsèque. Et c'est pour tout comme ça. Vous pouvez devenir un bon sportif si vous êtes motivé, mais vous devenez un excellent sportif si c'est vraiment intrinsèque. C'est d'ailleurs pour tous les domaines. D'accord? Il y a beaucoup de talents dans le monde, il y a beaucoup d'artistes dans le monde, mais il faut avoir une motivation intrinsèque, d'accord? Il faut être obsessionnel. Il faut être obsessionnel
Oh, le terme est un peu... mais il faut des sacrifices, des motivations pour devenir danseur ou danseuse. Ça doit être net et clair que je veux tout le temps danser ou je veux tout le temps peindre. Ça, c'est... Puis là, on peut... Et puis, il faut se détromper. En hypnose, on peut réveiller ça, mais s'il n'y a pas, vous ne pouvez pas. La motivation, si c'est pas intrinsèque, comme lui, parce qu'on n'est pas si fragile, hein, c'est pas une phrase qui est démotivant, va faire qu'il arrête. Hein. Et puis je trouve très beau ce témoignage parce que ça c'est aussi la réalité. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir Federer, hein, mais avoir cette obsession, très peu. Tout à fait. Alors ça, il faut savoir, beaucoup de parents. Ça, il y a l'entraînement et après il y a le milieu de l'entraînement où chaque petit geste compte, au niveau de l'alimentation, au niveau des heures de sommeil. Après, et puis ça veut dire qu'on est tout le temps C'est ça. organisé. Mais il y a des moments où il faut savoir Voilà. pourtant mettre ça derrière, sinon on sature. Ouais. Je pense que pour un enfant ou pour un jeune, c'est encore un peu plus facile parce qu'on peut faire des rôles, puis dire là maintenant tu es à l'école ou tu es là, ça on peut, mais dès que ça devient vraiment très important, quand on commence à être jeune adulte, puis ça devient le tout. Vous imaginez, je veux dire, c'est toute une identité. C'est plus parce que tu n'avais rien d'autre à côté. Ou tu as travaillé à côté. J'avais mes études à ce moment-là. Tu avais des études? Je faisais Ah des oui, études. bien sûr, tu faisais des études. Et puis ça t'a fasciné autant que le sport? Pas vraiment, non. Bon, et puis après, tu étais aux États-Unis où le sport comptait même plus que Les études, oui. plus que les études. Hein. Ouais. Et on avait des... Aux États-Unis, en fait, les cursus étaient beaucoup plus légers, ce qui fait que quand on sort d'un cursus français, 40 heures par semaine, et qu'on arrive aux USA, où ce qu'on demande à un élève normal, c'est 20 heures, tout de suite, on voit qu'on a du temps partout pour faire du sport. Ouais, comme ça. Alors, ça, on fait ça un petit peu à côté, plus, c'est vrai. Alors, c'est toujours aussi la question, qu'est-ce qu'on a comme passion encore à côté, quelque chose d'autre. Là, ça aide de changer les rôles. Ça, il faut quand même savoir. Alors, si vous avez des enfants qui font beaucoup de sport, de regarder qu'ils aiment aussi d'autres choses. Parce qu'il y a une certaine diversification. Ça n'empêche pas qu'on peut être un peu obsessionné là, mais on peut être obsessionné peut-être dans d'autres domaines pour Tout à fait. éviter. Le sport ne dure pas très longtemps, en fait. Et là, Voilà, c'est ça. les problèmes, quand on fait du sport de manière intense, hein, les premiers problèmes peuvent arriver déjà vers 22-23 ans, et à 30 ans, on est constamment au kiné, à faire des réajustements de dos. Ça ne dure pas longtemps au final. Donc il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc. Alors je pense que tu vas enchaîner là. Donc un troisième point, Oui, oui, pour la gestion de douleur. tout à fait. C'est Un ça. point important, c'est la gestion de la douleur lors de la compétition. Pareil, souvent chez les jeunes, ils ne savent pas gérer la douleur. Par exemple, en athlétisme, en course à pied, c'est-à-dire sur un 5000 mètres, lors des derniers tiers de course, le style avec la douleur de course va commencer à se dégrader. Donc un coureur, par exemple, qui court bien, courra comme ça, avec le poignet bien droit, mais avec la douleur, ils vont commencer à s'affaisser et, par exemple, à tourner le poignet comme ça. J'ai mal, donc mon style se dégrade. À partir du moment où il en est conscient, en fait, que son style se dégrade, s'il adopte une posture de début de course, c'est-à-dire sans douleur, au moment où il n'a pas de douleur, le corps peut arriver en fait à tromper l'esprit et la douleur peut disparaître justement. Donc, à la fin d'une compétition, le corps fatigue et son style va se dégrader. Mais si le corps se dégrade, l'esprit se sent encore plus mal, ce qui dégrade encore plus le style de course. Mais on peut en fait casser ce cercle. Le style commence à se dégrader, donc ça veut dire que j'ai mal. Non, ce que je vais faire, c'est je redresse mon style, j'adopte un style sain, et le corps en fait
va envoyer un signal positif au cerveau. Hey, si le corps va bien, agit bien, donc mon cerveau va bien, j'ai moins de douleur. Et ça, c'est quelque chose que souvent les spectateurs de marathon vont dire hey, mais le gars, il a couru 42 km et on a l'impression qu'il n'a rien fait. Il est dans les 200 derniers mètres, il a toujours un style impeccable. Oui, il a un style impeccable parce qu'il sait que si il laisse son style se dégrader, alors la douleur va remonter. J'envoie des signaux à mon esprit que j'ai mal. En gardant un style propre, on arrive à reculer justement, à faire baisser ce niveau de douleur. J'ai une attitude qui donne l'impression que je vais bien, donc tout va bien. Donc en tant qu'hypnothérapeute, vous pouvez poser justement des ancrages. Par exemple, sur un 5000, lors des 3 derniers tours, là où la douleur commence à monter, quand vous voyez 3, pensez à votre style, redressez votre style. Et la course sera beaucoup plus facile en fait, parce que la douleur sera repoussée. C'est pareil en natation, dans tous les sports d'effort. À partir du moment où on fait un effort pour corriger son style en fin de course, on peut arriver justement à faire reculer la douleur. On prend conscience de cette perte de style quand ça. Moi, il fallait qu'on me le dise. En général, on me disait David, ton poignet, et tout de suite je le remontais, et tout de suite je sentais, une fois que je remettais mon poignet droit, que la douleur partait en fait. Parce qu'on a tendance en fait à s'apitoyer sur nous-mêmes. On le ressent pas, c'est ah j'ai mal, ah qu'est-ce que c'est dur, et notre style se dégrade. Et à partir du moment où on en prend conscience, on se remet droit, au bon placement, la douleur peut partir et on repart de plus belle en fait. C'est un exercice d'ancrage que vous pouvez faire ça sur les athlètes. Quand la douleur arrive, je garde un style propre. Dans le médical, on appelle ça le posture compensatoire quand on a des douleurs. Et puis on commence à tout à coup avoir partout des douleurs parce qu'on se tient tellement mal pour justement se protéger contre ces douleurs. Alors j'aime bien ça, je n'ai pas pris attention là-dessus, mais je vais faire ça avec mes sportifs parce qu'effectivement, aussi pour les cavaliers, je réalise maintenant que quand ils ont des douleurs parce qu'ils sont tombés avant et qu'ils ont des dos en miettes, effectivement, c'est la manière comment je vais plus leur poser la question, comment ils font. Aussi, ils ont souvent aussi des problèmes de là, etc. Là où il y a des efforts. Et d'autant, en plus de ça, de toute façon, c'est un facteur d'efficacité. La posture se dégrade, donc la personne sera moins efficace dans sa course. Donc, en plus encore. Alors c'est un cercle vicieux. Hein. Exactement. Ouais. Puis c'est qui t'a dit, c'est des compétiteurs ou des entraîneurs qui t'ont mis le point que tu dois, ton poignet, ton poignet? Non, ça on en est... Ils m'en ont rendu conscient en fait. Ah David, quand tu commences à fatiguer, tu commences à... C'est ton entraîneur. Tout à fait. Ah ouais, et donc quand il me le disait en compétition, ah David, attention ton poignet, tout de suite je le redressais, je me sentais tout de suite mieux. Parce qu'il y a un lien en fait entre le corps et l'esprit. Si le corps commence à envoyer des signaux négatifs, l'esprit va ressentir la douleur de ton corps. Et puis on se ralentit automatiquement sans qu'on se sente. Et de toute manière, voilà, le style aura un impact sur la performance. Donc c'est un gros élément. Dans une course, le plus important, c'est le tendon d'Achille ou le psoas ou les crampes. Bon, pour le poignet, je dirais à mon client de se redresser. Comment fais-tu si c'est le tendon d'Achille, par exemple? Ça, ça dépend du niveau de douleur, justement. Est-ce que la personne est proche de la blessure ou est-ce que c'est juste une douleur? Si c'est juste une douleur et que le tendon, on sait qu'il va tenir, il faut regarder loin devant et se donner des petits objectifs intermédiaires, 100 mètres de plus, encore 100 mètres, encore 100 mètres. Et si c'est plus? Ouais, si c'est que les tendons sont en train de partir. Ça, il vaut mieux s'arrêter. Il faut savoir faire la part des choses aussi. Ça, c'est quelque chose que tu rencontres souvent? Oui, surtout les crampes. Les crampes qui sont handicapants, surtout juste à la fin. Ça c'est toujours dur en fait, les crampes, il faut s'accrocher, serrer les dents. Penser à autre chose. Il y a pas Alors ça n'a rien à voir avec la nutrition? Les crampes, ça peut avoir, oui, un impact avec
Des carences, oui, d'hydratation. Ça, il faut peut-être aussi regarder. Là, il y a des Ça, je peux pas dire à quelqu'un qui a des douleurs de tendon de continuer. Après, il faut. Ouais, non, le douleur de ça, C'est très personnel. Crampe, c'est vraiment gestion de la douleur. C'est respirer dans la douleur, faire de la place, réguler et d'envoyer ça. Et puis ça aide concrètement. En fait, on voit que le temps, par exemple, où la crampe va se remettre, va être beaucoup plus court. Et puis aussi le faciès en fait. Si je suis comme ça fait mal de chien quand même, ces crampes. Mais si j'aide aussi mon visage, parce qu'on a les neurones miroirs qui vont aussi décharger. Si j'aide mon visage, que je reste détendu, que je respire dans la douleur, elle va partir plus vite. C'est toujours la gestuelle. Dans la douleur, il y a la douleur et son intensité qu'on peut objectiver, et il y a la perception qu'on a de la douleur. Si notre perception est catastrophique, on aura plus mal et on peut mesurer ça scientifiquement qu'on a plus mal pour une même douleur. Ça veut dire en hypnose, on peut tout à fait faire vivre, de gérer la douleur, de la faire monter, comme avec une allergie par exemple, et puis développer un ancrage qui peut montrer qu'on peut descendre. C'est ça, d'avoir un bouton, maintenant je baisse la douleur. C'est fluide, la crampe disparaît, elle part à chaque fois. Et puis aussi le visage. Le visage, beaucoup. Ça, je savais pas. Le visage, il est... Ouais, maintenant, je comprends. Si tu fais comme ça, on a énormément, exactement. On a énormément d'informations dans cette boucle de rétro-feedback, bottom-up, top-down, comme ça, qui sont au niveau du visage. Énormément de récepteurs. Donc si tu fais une tête détendue, ça va aller. C'est pas grave. Ça, c'est la gestuelle. Le corps va tromper l'esprit. Exactement. Exactement. Ça, c'est cool parce que le corps est... Ça, c'est le savoir. Et ça s'ancre beaucoup mieux. Fake it until you make it. Fake it, oui, make it. Exactement ça, ce que je dis, le fait. Semblant. Ouais, exactement. Pour ceux qui n'ont plus envie de faire l'amour, je dis faites semblant, quoi. J'avais lu quelque chose qui me fait penser à ça, que les femmes qui font du botox, qui se voient tout au comme ça dans le miroir, elles se sentent comme ça. Le fait d'aller faire du botox puis d'avoir l'air détendu, elles se sentent pas mieux parce qu'elles se voient. Mais je trouve ça, j'ai jamais entendu ça. Ça, c'est très bien. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique, j'aurais jamais. Ça ne me fera pas faire du botox, mais je trouve ça pas mal. Oui, ma copine qui fait tout le temps du botox, je comprends maintenant. Oui, elle va beaucoup mieux. J'avais une question aussi justement dans ce rapport au corps, quand tu dis améliorer le style, convaincre le cerveau que la douleur diminue, est-ce que ça ne peut pas engendrer des blessures graves parce qu'on leurre finalement le cerveau, on nous en porte tout va bien, mais est-ce que ça ne peut pas engendrer des blessures Là, on parle de compétition en fait, donc c'est assez bref et on n'est plus là en fait pour se poser la question si ça passe ou si ça casse. On va jusqu'au bout. Et si ça casse, ça casse. C'est ça. À part si, généralement, quand on parle de fatigue, c'est pas la même chose qu'entendant. Quand on parle de fatigue, le style se dégrade, ça fond de toute manière. Et là, tu parlais de douleur, c'est pour ça. En athlétisme, course à pied, la douleur est extrême, comme en natation, comme en vélo, en triathlon. Donc, la fatigue, et cette douleur, il faut aller à travers. Trouver la manière de pouvoir continuer, d'accélérer. Et c'est une douleur tendineuse, c'est différent, on n'est pas dans le même... Pas dans le même registre. Tout à fait. Moi, j'ai juste une question. Le positionnement, quand tu étais plus petit, que tu faisais ta position, tu faisais de manière inconsciente la position, mais tu avais besoin de penser. Quand tu arrives à les derniers, je sais pas, 500 mètres ou positionnement, la main, tu le faisais consciemment ou c'était ton corps avec l'ancrage qui avait... Il a fallu qu'on le fasse remarquer. D'accord. Mon style se dégrader. Attention, quand ton style se dégrade et à ce moment-là, tu as tendance à ralentir en même temps. Donc il faut que tu fais attention quand tu fatigues. Écoute bien ton corps. Vois comment sa mécanique est en train de. Mais après, c'était automatique. Après, avec les ancrages, ton corps faisait directement. Généralement, ça devient automatique, mais il y a toujours des moments où on peut manquer un signal. Et sur une piste, c'est assez facile justement pour le col de dire attention là, ton. D'accord.
Et l'impact est immédiat, hein. Dès qu'on redresse son corps, tout de suite, on voit un bienfait au niveau de la douleur et de son rythme de course. Est-ce qu'après après coup, comme ça, tu avais des stratégies d'auto-hypnose pendant tes courses ou ta préparation? Tu as identifié après coup, voilà, maintenant que tu as fait la formation d'hypno, tu as identifié des endroits dans tes courses ou dans tes préparations où tu te mettais en auto-hypnose? Oui, Ouais. bien sûr. Oui, oui. On sait que le dernier tiers sera très dur. Donc en fait, on sait que quand on voit marquer le chiffre 3 sur le panneau, donc les 3 derniers tours, qu'il faut être extrêmement sensible justement à son style. Là, il faut vraiment commencer à se décontracter et envoyer des signaux positifs. Ouais. Et toi, ta stratégie, c'était quoi concrètement? Tu te racontais quoi? Tu te faisais quoi? C'était quoi? Ma stratégie, c'était vraiment de me focaliser sur les compétiteurs et de rester décontracté. Compétition. Comment rester décontracté? C'est de l'entraînement. Mais c'est intéressant parce que est-ce que tu te le disais, tu te rappelles, comment tu te rappelais comment c'est quand tu étais contracté, tu avais un certain sentiment dans ton corps parce que tu relâchais les muscles, ou tu te disais je suis décontracté, je suis décontracté, je suis décontracté? Non, on le ressent en fait. Voilà. On ressent cet état en soi. Alors tu t'es rappelé, tu avais un ancrage, que tu savais que ça, c'est le sentiment de décontraction. On sait que c'est tout à fait. On doit passer par ça si on veut atteindre son niveau maximal lors de la compétition. Alors un ancrage de sensations physiques qu'on peut encore renforcer. Il faut demander si l'athlète l'a, et puis après on peut le renforcer. Et puis il faut quand même savoir, quand je t'entends, j'entends que tu connais ton corps. Oui, c'est quelque chose qu'on apprend vraiment à l'entraînement aussi, ça, De connaître. de mieux se connaître, hein, et de courir de manière décontractée, de laisser partir la douleur, de ne pas se focaliser dessus. C'est des efforts de tous les jours en fait à l'entraînement. Surtout dans des sports d'endurance. 3 fois par semaine, on est dans un état de douleur extrême, donc à force on apprend à gérer ça. Justement par rapport à la conscience du corps, je me dis si je me trompe pas, mais tu repousses en fait ton seuil douloureux, mais tu vas pas repousser ce seuil jusqu'à la blessure. Tu as toujours cette partie de ok, si je passe cette ligne-là, je sais que je vais me blesser, donc là je peux m'arrêter, c'est ça? Avec la fatigue, on poussera autant qu'on peut en fait. Au moment où on sait qu'on tombera par terre si le corps mais au niveau de blessure. Mais ouais, après, au niveau articulaire, là, c'est différent. Voilà, les douleurs sont différentes. Mais là, tu arrives à faire la différence entre les deux pour c'est ça n'exprime pas le même problème, en fait. Voilà, c'était pour aussi, il faut rebondir sur ce que tu disais. C'est vraiment une perception de la douleur qui est très différente entre la douleur de fatigue et la douleur haute. On ne pousse pas sur une blessure. Si on a un problème tendineux, à part si c'est les 30 derniers mètres, on ne va pas pousser. Après, c'est la balance bénéfice-risque. C'est ça, tout à fait. Okay. Ça, c'est une remarque très intéressante que justement on peut identifier cette douleur de fatigue, et puis qu'elle est différente que celle Bon, vous devez savoir, hein, on a tous la possibilité de ne pas sentir quelque chose. Moi, j'ai eu un client qui s'est justement cassé sa cheville en ski et puis il a descendu avec une cheville cassée, quoi. Et puis, il sentait rien comme douleur. La douleur est arrivée le moment où il a enlevé le soulier et puis, bon, il avait déjà encore endommagé plus, c'était pas une bonne idée. Mais il était à un endroit où il devait descendre d'une ou d'autre manière. Alors, on peut vraiment pas sentir la douleur qui nous protège aussi. Alors, comme athlète, finalement, il faut aussi faire dans les suggestions qu'on donne, aussi bien dire qu'il y a des douleurs qui protègent, pour que pas juste dire ouais, tu dois plus sentir la douleur, parce que l'effet de protection est quand même là. Alors, généralement, pour les sportifs d'endurance, quand la douleur arrive, on aura tendance en fait à rentrer même dedans davantage, parce qu'on sait que si quand le signal de douleur arrive, si on accepte de pousser dedans, la douleur va diminuer aussi. Le cerveau comprend qu'en fait, il n'y a plus d'intérêt à envoyer des signaux de douleur, donc autant les enlever. La personne a fait son choix, elle va pousser quoi qu'il arrive, donc la douleur descend.
comme la bise de la jument, où on pince, et puis on entre dans la douleur, et notre cerveau va créer une solution. C'est finalement... Elle crée aussi des endorphines, cette douleur, parce qu'on a notre système nerveux qui, quand il y a de la douleur, on va avoir ce système qui va nous protéger de cette douleur, et on a des endorphines aussi. Donc elle est aussi intéressante, parce qu'on peut aller aussi se nourrir de ces endorphines. C'est juste parce que c'est à cause de ça, les gens ils sont souvent addicts au tatouage. Exactement. Parce que la douleur contrôlée, la douleur qu'on s'inflige soi-même quand on fait le sport, ces sentiments de puissance que je peux y entrer, je peux souvent, ou malgré la douleur, je peux. Ça c'est très endorphinogène. Ça n'existe pas comme terme, je crois. Mais ça existe, ok, très bien. Depuis 10 secondes. Mais c'est très compréhensible. Oui, c'est vrai. La puissance aussi, c'est le contrôle. Aussi ça, nous travaillons comme hypnothérapeute toujours sur ça. Hein. La perte de contrôle nous affaiblit. Et de regagner le contrôle, ça nous donne la force, finalement. C'est un peu ça. Quatrième point, c'est la gestion du sommeil. Là, on peut aider les athlètes. Généralement, avant une compétition, la dernière nuit est plutôt mauvaise. En fait, on est assez anxieux et on dort très mal. Après, bon, généralement, c'est la nuit d'avant-veille qui compte, pas la dernière nuit. Mais si on peut avoir passé une bonne dernière nuit, une bonne nuit, c'est quand même mieux. Alors, le sommeil, c'est une grande question parce que l'entraînement, faire un entraînement 2 fois par jour, peut-être aux États-Unis, tu peux le faire pendant la journée. Mais finalement, ici en Suisse, souvent, c'est soit le matin avant l'école ou avant qu'on va travailler, ou après. Alors, à moins qu'on ait un... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de professionnels qui font rien à côté en Suisse. Ça existe. Bon. En sport. Federer, par exemple. Ouais, bon. Il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Même les joueurs de foot pro, ils font que ça. Hein. Mais pas en Suisse, encore. Oui, Oui, en en Suisse, Suisse ouais. En aussi. Suisse, mais pas beaucoup. Bah, Non, mais il y en a. tous les clubs pro, hein, il y en a pas mal. Hein. Donc, que ce soit en première division, en deuxième, ils sont aussi pro. Hein. Donc, il faut que ça. Ouais, évidemment. Bon, d'accord, alors on prépare. Le sport professionnel existe en Suisse, quoi. Donc, Mais c'est très rigolo parce que c'est pas si longtemps qu'il devait faire des travaux, même si c'est travailler, même si c'était un peu pseudo, mais c'était quand même. les hockeyeurs, ils sont pros, il faut que ça. Hein. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Les hockeyeurs. Oui, oui, Il faut que travailler, en fait. Il faut que... Juste au dernier moment. Ah oui, oui. Il faut faire le travail à côté. Bon, mais aussi pour les jeunes qui font vraiment beaucoup de sport, ils doivent aller avant et après l'école. Alors, après l'école, avant, ça veut dire que ça coupe le sommeil, et puis après, ça veut dire que tout le corps est en train de se mettre en marche. De dormir après bien, c'est quand même compliqué. Qu'est-ce que tu as fait pour dormir bien? Mes expériences avec le sommeil, souvent je m'aperçois que quand j'étais en période de surentraînement, je n'arrivais plus à dormir. Donc souvent, pour mieux dormir, il fallait que je diminue ma dose en fait, de sport. Le manque de sommeil est un symptôme en fait, de surentraînement. Alors, on est de nouveau avec le chef de Swisscom qui s'est suicidé, qui a, je peux le dire parce que tout le monde le savait, puis c'était un voisin de moi, enfin pas loin de moi. Et puis, c'est effectivement un surentraînement qui a fait qu'il ne pouvait plus dormir. Tout à fait. Comme... Le corps en fait est tellement fatigué qu'il n'a même plus en fait l'énergie pour dormir. C'est ça qui est assez paradoxal. On sent son corps de manière tendue, endolori tout le temps, et ça empêche de dormir, et du coup on bascule de plus en plus même dans le surentraînement. C'est un cercle assez vicieux. Au bout d'un moment, il faut accepter de prendre quelques jours complètement off de vacances, où on ne fait plus rien pour se remettre sur les bons rails. Donc quand vous avez des sportifs qui ont vraiment du mal à dormir,
Explorez la piste du surentraînement. Demandez-lui, est-ce que vous entraînez plus que davantage? Gymnase sportive, ils ont un programme comme ça. Enfin, l'école est le matin. Le premier entraînement, il est à 13h30 jusqu'à 15h30 à Lausanne. Puis après, ils prennent le train. Ils vont soit à Morges, soit à Yverdon. Donc, ils rentrent les enfants le soir. Il est 21h30. Il rentre à quelle heure? 21h30 dans les jours. Ils sont pas avant la nuit. Ça, c'est obsessionnel, là. Ils veulent tes garçons. C'est son projet pour l'année prochaine. Et puis moi, ça me fait un peu peur. Hein. C'est la quantité de l'entraînement pour un enfant. Il aura 15 ans l'année prochaine. Je vois ce que tu me dis. Est-ce qu'il arrive à dormir? C'est ça. Est-ce qu'il arrivera à dormir? Parce que déjà là, je vois avec ce qu'il s'entraîne, le sommeil, c'est pas top. Hein. Alors qu'il fait beaucoup d'hypnose depuis toujours, il fait la méditation, etc. Mais le sommeil, c'est pas top. C'est pas un enfant qui arrive à s'endormir avant 23h. Alors, l'hypnose ne doit pas servir à s'épuiser, parce que ça arrive aussi. Ouais. Alors, ça, c'est hypnose et des techniques hypnotiques pour se reposer, puis je maintiens ça, merci que tu me rappelles ça, parce que j'ai eu une cliente qui effectivement a pensé « Ah, je fais beaucoup d'hypnose, apprenez-moi, et puis je vais tenir le coup. » Alors oui, ça faisait, mais quand elle a fait le burn-out, c'est tombé vraiment pas. Alors là, c'était fini, elle ne pouvait plus. Dès qu'elle allait au travail, ça tremblait. Le système nerveux a eu été touché. Alors, c'est bien, on peut se reposer, mais franchement, il ne faut pas abuser et puis utiliser l'hypnose et les techniques hypnotiques pour faire un surménage. Ah, là, ça lui permet en fait de s'endormir plus vite, hein, parce que sans ça, je pense qu'il dormirait à tu sais quelle heure, quoi. Oui, néanmoins, je maintiens quand même. Alors que peut-être quand même, comme il a dit, quelques jours, de temps en Moi, temps. régulièrement, je bloque tout, en fait. Quand je vois Alors, tu Après, il y a Et puis après, c'est difficile, hein. le parce que- sommeil, ça va souvent de pair, enfin, dans le sport, avec le poids. Donc, s'il a du mal à dormir et que son poids commence à descendre, là, il est définitivement en surentraînement. Il faut regarder les deux. Moi, je fais tout un truc avec un médecin du sport, mais les entraîneurs n'entendent pas vraiment des choses comme ça. C'est compliqué quand même au niveau. Je ne sais pas comment c'est dans d'autres sports, mais. J'ai une question. Oui, vas-y. Si ta fille avait une telle obsession pour un sport, ta fille ou ton fils, je sais pas, comment est-ce que tu la soutiendrais? Avec l'hypnose dans cette obsession comme tu dis. Ouais, mais je fais une obsession saine. Ça, ce qui est pas possible en soi. Oui, donc. Est-ce que tu encouragerais déjà Mon fils, déjà, je l'encourage pas justement à partir dans le sport de haut niveau. Okay. Je vois que c'est très dur. On se fait vraiment beaucoup mal. Sur le moment, on s'en aperçoit pas forcément. Je me suis fait j'ai des problèmes de hanche, j'ai des problèmes de dos. Sur le moment, je faisais pas attention, mais après, maintenant, avec le recul, je me dis que ça en valait pas la peine. Okay. Et c'est pas du plaisir. C'est plus du plaisir. C'est ça. À l'époque, c'était vraiment plus pour de la compétition, mais une fois que la compétition s'arrête, on redevient en fait normal. Les effets de l'entraînement commencent à partir. Tout ce qu'on a construit, en fait, on le perd aussi d'une manière. Mais est-ce qu'il fallait que tu atteignes ça pour calmer ton ego? Ça, c'est pas calmer l'ego. Alors, je vais enchaîner parce que c'est peut-être aussi. Est-ce que tu n'auras pas vraiment de choix? Enfin, s'il y a cette obsession, tu n'auras pas ton mot à dire, on est d'accord. À ce moment-là, comment est-ce que tu la soutiens? Tu la soutiendrais pour Comme je disais, j'en fais une obsession saine, donc je dirais, surveille ton hygiène alimentaire, tes heures de sommeil, fais-le, mais fais-le vraiment bien alors. Et plus concrètement avec l'hypnose? Avec l'hypnose, décontraction. Parce qu'on se crée beaucoup de douleurs mentales. On est obsédé par la performance, donc chaque défaite, on va nous mettre en souffrance pendant 3-4 jours jusqu'à ce qu'on la récupère par une autre compétition qui rehausse notre ego. Donc je lui apprendrai davantage avec l'hypnose à lâcher prise en fait
sur la valeur d'une performance. C'est donne le meilleur de toi-même, sois heureux quand tu fais une belle performance, mais quand tu en as une mauvaise, comprends que tu as toujours plein de chances de t'améliorer, mais ça tout de suite derrière ne te fait pas de mal. Qu'est-ce que tu penses concrètement? Comment tu ferais? Ça veut dire ancrage après compétition, quand il y a une émotion positive? Exactement, un dialogue en fait sur constant, sur Encourager un dialogue intérieur. Ouais. On sent vraiment à 12 ans. De la résilience, mais pas du masochisme en fait. C'est je dois redémarrer, je dois mieux faire, mais je ne me fais pas mal, surtout mentalement. Parce que beaucoup de personnes se font vraiment mal quand ils échouent. Après, est-ce que c'est pas justement... Le nombre de personnes après en judo, je sais pas comment c'était, tu faisais du judo, c'est ça? Oui. Mais en athlée, le nombre de personnes qu'on voit pleurer dans les vestiaires, c'est assez... On n'a pas besoin de... C'est pas une question de vie ou de mort, c'est t'as fait une compétition, t'es passé à côté, on verra la prochaine. Alors, mais c'est facile de dire par après, mais sur le moment, c'est la vie. Ouais, mais là c'est avec le recul, hein, justement. Avec le recul. Ouais. Et sur le moment, pour l'entraîneur, lui, c'est sa vie aussi. On a l'impression que c'est... Moi, je pense que c'est très compliqué parce Il n'y a que... que ça, le championnat des règles, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est très compliqué si quelqu'un a vraiment intrinsèque cette motivation. C'est vraiment compliqué parce que c'est vraiment... ça vient de l'intérieur. C'est compliqué, on est dans une bulle et l'environnement fait tout pour nous garder dans cette bulle en fait. Voilà, et puis ils font tout, et puis on va tout, et l'enfant ou le jeune va toujours dire mais ça va, et c'est ma vie, et puis j'aime, et puis va amener tous les arguments, et puis on peut pas faire grand chose, on peut peut-être vraiment regarder que la nutrition et tout, et puis etc., que ça va bien, et puis l'accompagner. Maintenant nous sommes dans une société qui aime les compétitions. Qui encourage. Et encourage. Et puis, c'est pas la vie zen, dans un jardin zen, avec un peu de qigong, qu'on va motiver les enfants. Hein. Alors, la compétition est quelque chose qui a une très haute valeur. Et puis, gagner a une très grande valeur. Pour mieux répondre à ta question, Gilles, en fait, j'emphaserais que la résilience, justement, est plus importante qu'un s'auto-flageller, en fait. Voilà. Sois résilient, ne t'auto-flagelle pas. La résilience te permettra d'aller beaucoup plus loin que de t'auto-flageller parce que tu as loupé ta compétition. Tout de suite, comment mieux faire? Allez. Et toi, si on t'avait dit ça, tu aurais pu le faire? Si on me l'avait dit? Ouais. Ouais. Ah oui? Je me suis fait mal sur les défaites jusqu'à ce que j'ai 18-19 ans. Après, j'ai commencé à comprendre qu'effectivement des compétitions, il y en aurait beaucoup. Mais plusieurs fois, j'ai fini en train de pleurer, comme mes collègues, parce qu'on est passé à côté d'un gros objectif. Surtout à cette époque où on n'a pas vraiment fait beaucoup de grosses compétitions. Quand on a 18 ans, on a fait 2-3 championnats de France, donc on a l'impression que c'est beaucoup pour nous. Mais quand on arrive 3-4 ans plus tard, on s'aperçoit que il y a déjà 8. Chacun diminue en importance, en fait. Il y en aura toujours un de plus tard. À quel moment tu lui dirais stop? À quel moment je lui dirais stop? Tu lui dirais, là, ça sert à rien de forcer. Ouais, le problème de... Est-ce qu'il y a il y a un moment, c'est les parents qui poussent trop, un moment, c'est l'enfant sportif qui Oui, quand il y a déjà les résultats scolaires, quoi. Si le travail scolaire est complètement abandonné pour le sport, il y a un gros problème en fait. C'est que là, il est en train de mettre tous les œufs dans le même panier et pour sa vie, c'est déjà une énorme erreur. J'enchaîne, laisse-moi juste. C'est intéressant pour dire, mais pour dire un stop, l'enfant doit être vraiment prêt pour dire le stop. Le stop n'est pas vraiment toujours accepté, même si on a des bonnes relations avec les parents, mais les trucs scolaires, et puis même là, ces enfants, parce que j'en ai quand même pas mal eu, quand ils doivent choisir entre le hockey, le motocross, l'équitation ou quoi que ce soit, surtout entre 14 et 16 ans, parce que c'est là où les entraînements augmentent encore, et puis les notes scolaires baissent, c'est un grand deuil que ces jeunes font. Et puis
C'est vraiment alors là de faire le cap, de s'intéresser à quelque chose d'autre. Et puis, nous avons vu ce matin l'identité. Tu étais coureur, tu étais athlète. Si tu arrêtes à 14 à 15 ans, ben t'es qui? T'es comme tout le monde. C'est compliqué. Et puis les sportifs, si tu es déjà un bon sportif, tes profs t'admirent déjà. Ah oui, discipline. Ah c'est déjà, tu as eu de compète, médaille ou je ne sais pas quoi. Alors c'est toute ton éternité. Et puis à 14-15 ans, mon Dieu, mais c'est difficile. Voilà, on vit les expériences, les émotions de manière beaucoup plus forte qu'un adulte. Est-ce qu'il n'y a pas ce moment où, par exemple, quand on prend des exemples de talents extraordinaires comme Cristiano Ronaldo, bien sûr qu'il y a une certaine douleur, une certaine obsession totale, mais il y a quand même un moment où on voit qu'il est physiquement fait pour. On peut dire, c'est peut-être plus une question de prendre plaisir, mais ça devient en fait quelque chose qui dépasse le je veux prouver, ou je veux montrer, ou je serre les dents et puis j'y vais. Il y a une espèce à un moment, ça devient quand même du plaisir, une espèce d'évidence. Évidence, ouais. Et parfois, il y a toujours de ces sportifs qui, pour les autres, c'est clair qu'ils n'y arriveront pas. Pour une raison, parce que physiquement, ils n'arrivent pas. Ouais, ou parce que... Après, les sports diffèrent. Tu vois, donc le risque pour du football sera moins élevé que pour de l'athlé, si tu veux. Au football, un joueur de Détroit, il gagnera quand même 20 000 € par mois, alors qu'un athlète, si t'es pas champion du monde, ça c'est sûr. Rien, voilà. Et on est de nouveau avec l'argent, n'est-ce pas? Très important. Dans le sport, oui. Dans le sport, toujours. L'effort veut une récompense. Et l'aspect aussi de se dire, parce qu'en individuel comme ça, Lui, c'était rugbyman. tu es contre quelqu'un, tu vois, mais de faire le sport, de s'améliorer soi-même, de se dire de se battre soi-même, en fait. À chaque nouvelle compétition, c'est pas un adversaire que tu bats, c'est que tu t'améliores toi. Tout à fait. Ça, c'est peut-être un moteur plus efficace que l'esprit de compétition. Tout à fait. En améliorant ses temps, on sait que les médailles viennent avec. Voilà, ouais. C'est quand t'es premier, ça, tu vois. Mais bon, non, mais tu vois ce que je veux dire. Si oui, c'était bon en football et que ça se voyait clairement, c'est sûr que je prendrais davantage de risques que s'il était excellent en athlé ou je sais qu'il y a. C'est que tu pondères quand tu disais tu découragerais ou tu t'encouragerais pas forcément. Bah, tu prendrais simplement en compte une vision plus holistique de... Tout à fait. La notion de ROI. Oui. Alexandra, tu l'as. Oui, j'ai juste une question en tant que nutritionniste. Est-ce qu'on te pousse à prendre des compléments alimentaires? Est-ce que vous êtes coaché au niveau nutrition? Oui, on était coaché au niveau nutrition. Est-ce qu'on te pousse des vitamines, fer, ouais. Je faisais des anémies, en fait, donc je prenais des compléments de fer. Donc, ouais, voilà, ok. Et vous aviez un plan particulier aussi alimentaire, j'imagine? Ouais. Surtout aux USA où tout était très contrôlé. Jamais on nous a proposé de produits dopants ou quoi que ce soit. Par contre, après, sur les vitamines, le fer, on avait un suivi sanguin pour s'assurer que c'était. On évite pas mal de problèmes en fait là-dessus. Alors vous sensibilisez sur le trop de protéines aussi en tant que sportif? Ça, on le connaissait. Vous connaissez les risques? Ouais, donc ok, merci. Donc, mais t'as jamais été confronté au dopage alors? Non, moi personnellement, Mais dans ton entourage, j'ai connu des personnes, oui, qui avaient été confrontées à des... Parce que bon, ce qu'on entend maintenant, c'est que le dopage est partout, quoi. Donc, est-ce que... En fait, en athlète, c'était des noyaux. On savait quel groupe en fait était exposé au dopage. Et généralement, ils se faisaient attraper. Les Russes. Les Russes. Après, il est devenu dopant, même la botuline ou un truc comme ça. Voilà. C'est dopant. Mais ça, il casse. Oui, c'est physiologiquement, oui. Même en France, en fait, des groupes se sont fait attraper. On voit qu'ils ont tous les mêmes lieux d'entraînement. D'accord. À telle ville où là-bas, on a une facilité à accéder à tel produit. Donc, très rapidement,
les athlètes le voient et la police antidopage se met sur un... dessus. En France, c'est quand même assez cadré. Ouais, assez cadré, ça reste assez propre. En fait. Moi, j'ai coaché une femme qui est au niveau international, au niveau du cyclisme, qui est dans la groupe antidopage, qui m'a expliqué les techniques en fait pour cibler, savoir qui a voyagé avec qui, dans quel avion, quel parcours a été fait, etc. Donc il y a des vraies enquêtes hyper poussées, c'est passionnant, pour aller après faire des contrôles inopinés, juste avant des compètes, des événements cyclistes, etc. Et c'est une organisation avec des millions qui sont dédiés pour le vélo. C'est incroyable cette organisation. Ah, mais c'est ça. Mais tous les amateurs, ils peuvent librement se doper. Oui, Enfin, on est dans tous les centres fitness, et puis tous les stéroïdes, ils sont accessibles, et puis tous les autres trucs aussi. Et ça fait beaucoup de mal. Dans le cyclisme, ils vont tous voir le même doc aussi. Pourquoi ils vont tous voir ce doc en Italie Exact, oui, c'est juste. C'est ça. Donc très très vite ça. J'ai une question. Oui, vas-y. Je veux savoir si tu avais été préparé à l'arrêt de la compétition. Vu que tu as fait jusqu'à 24 ans, tu disais. Est-ce que tu as été préparé à ça aux États-Unis? Non, pas été préparé. En fait, ça c'est une des grosses failles du système américain universitaire. C'est que quand on arrête, c'est souvent brutal et à aucun moment on nous prévient en fait des dommages que ça peut faire en fait. C'est ça, c'est très très douloureux. Pendant des années, on s'est identifié comme coureur, comme judoka, comme athlète. Et on pense qu'on peut tourner la page comme ça. Mais c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense. En fait. Même si tu as un palmarès. Ah oui, même si on a un palmarès, on a toujours l'impression qu'on peut avoir fait mieux, on se dit aussi, ouais, peut-être que j'aurais préféré rester dans le sport, être coach, et puis on repense aussi à la fraternité qu'on avait avec ses équipiers avant. Et ça, dans le boulot, cette fraternité qu'on avait, on l'aura jamais ailleurs, en fait. Pendant des années, on en souffre, en fait, de ça. Et même pendant 7-8 ans, 1 ou 2 fois par semaine, je rêvais que j'étais encore dans mon équipe aux USA, en train de courir avec eux, et c'est dur. Et aujourd'hui, tu fais quoi comme sport? Je trottine encore, je fais du vélo, mais t'as ce besoin-là d'être actif. un petit peu, ouais, mais j'essaie de garder ça raisonnable parce que j'avais essayé de reprendre un peu plus sérieusement quand j'avais 26-27, donc 4 ans après, et tout de suite je suis reparti dans les excès en fait d'avant, avec 2 entraînements par jour, avec le matin où je marchais sur les talons parce que j'avais mal au tendon, les douleurs qui reviennent. Donc quand on est obsessif, en fait, c'est un trait de caractère qu'on a du mal à abandonner. C'est presque naturel, enfin, c'est inconscient. C'est une ça. Et c'est soit 100%, soit rien du tout. C'est très très dur de trouver le juste milieu. Et aujourd'hui, donc, tu as quand même ton équilibre quand tu dis que tu trottines. C'est ça, mais tu as réussi à réguler ça. Mais c'est combien de trottiner pour toi? Parce que je ne sais pas. J'ai réellement trottiné, c'est 20-30 minutes et je ne pars pas dans une démarche où j'essaie de planifier mon mois. C'est aujourd'hui, je vais juste aller trottiner, je ne pense pas à la prochaine séance, quoi que ce soit. C'est vraiment quand je le sens. À partir du moment en fait, où je recommence à créer un plan, là, je recommence à penser à une progression, à une logique d'amélioration. Et c'est là où je repars dans la... Et t'as remplacé par une autre obsession. Parce que moi, j'étais sportif en plus jeune, et puis j'ai remplacé par une autre obsession. Ouais. Bien sûr. Ben là, Tu te refais difficilement, je trouve. Tu vois? Ce que je disais à Martha plus tôt, en fait, c'est... moi, je m'occupe beaucoup de mon fils, en fait. Beaucoup plus qu'un père ne me ferait. Et quel regard il a ton fils sur ton parcours? Je lui en parle pas trop, en fait, et il a 12 ans, il a du mal à apprécier aussi le parcours pour le moment, quoi. Mais c'est dans le but de lui laisser cette liberté de voir un petit peu vers où il se dirige, ou c'est ça, en fait, je veux pas non plus trop l'influencer, tout à fait. Je veux qu'il trouve par lui-même, parce que moi, j'ai beaucoup été poussé aussi par mon père. Et avec le recul, je me dis, est-ce que la clé, c'était vraiment ton truc, ou t'avais envie d'être poussé, quoi. Donc c'était déjà un environnement familial par rapport à ça. Là, lui, il a envie d'être astrophysicien, donc j'ai dit, bah, vas-y, fais des maths, ça me va.
Bon, il faut quand même dire, j'aimerais, si tu permets, revenir là-dessus, parce que ça c'est un thème qui est vraiment très très important aussi pour les amateurs. Hein, c'est ce thème qu'on arrête, et puis toi, si j'ai bien compris, tu as arrêté parce que tu avais des douleurs, n'est-ce pas? C'est ça, problème de dos. Problème de dos et tout. Après, il faut gérer. Quand on a tout à coup on arrête, il faut encore gérer. Tant qu'on est actif, on peut encore gérer les douleurs et tout. Ça donne un certain sens. Mais plus tard, c'est couplé avec des remords. Ouais, on se dit, j'aurais pu essayer de continuer un an de plus, hein, et de pousser toujours un peu. Ou tu aurais pu aussi avoir, peut-être pas toi, mais des remords, pourquoi je me suis fait ça, que je dois maintenant statistiquement, mes 60 ans que je vais encore vivre, me faire ça, que j'ai ces douleurs. C'était la faute à qui, dans ton cas? Pardon? C'était la faute à qui? C'est pas une question de faute. Ouais, c'est pas... Non, c'est justement, c'est pas une question de faute. C'est une question que tu as vécu finalement, puis de laisser là. Quand on a ça, on aide à changer le focus. C'est sur le moment où on dit sa passion. Hein, voilà. Tu as quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas eu. Tu as vécu ta passion. C'est ça. Et puis tu as vécu que tu peux aller plus loin avec l'endurance. Tu as vécu que tu peux te faire confiance et puis que tu peux avoir un plaisir. Je pense que ça, c'est impayable. Il faut quand même le savoir. Tu as aussi vécu que tu peux surmonter une frustration, que tu peux te mettre des défis qui te paraissent d'abord loin, mais que tu arrives si tu te donnes les moyens. Et puis une autre chose, tu sais de plus que tu t'exerces, de meilleur tu t'améliores. Et c'est pas seulement physiquement, c'est aussi comme hypnothérapeute. Non. Oui, on voit. Mais je veux dire, effectivement. Et puis ça c'est quelque chose qu'il faut absolument montrer à tous ceux qui, par blessure, arrêtent. Aussi, surtout, tu avais raison, tous ceux que j'avais chez moi, ils étaient tous des autres sportifs, autour de 25 ans, avec blessures qui devaient arrêter. Et là, à ce moment-là, quand les blessures arrivent et que c'est constant, qu'on commence à voir à la radio des problèmes de vertèbres, de hanches, à partir du moment où on sait que là, les sacrifices qu'on fait en plus ne vont pas forcément porter leurs fruits, en fait. On est déjà en phase d'autodestruction, donc il faut commencer à arrêter. Alors là, c'est vraiment un grand travail à faire. Et puis, il faut valider. Il faut valider ce que la personne a pu faire. Puis dès jeune âge, ça veut dire tu as une résilience et une force qui est énorme. C'est pas un souffle qui va te faire tomber parce que la vie n'est pas gentille avec toi. Et puis d'autres, un petit peu un vent qui est un peu plus dur, ça fait... Hein? C'est vrai que ça peut aider effectivement de faire une synthèse en fait de toutes ces années parce qu'il n'y a personne d'autre en fait qui la fera pour nous et des fois on n'y pense pas effectivement. Si quelqu'un peut aider à formaliser ce... Exactement, parce que c'est ça. C'est ça. Et puis ça, il faut vraiment formaliser, il faut le ancrer et dire vas-y, utilise cette force qui t'a amené jusque-là, cette résilience, ces capacités d'endurer, surmonter des frustrations, utilise ça pour d'autres buts. Et fais, trouve ce que tu aimes bien et puis vas-y. Et là, en hypnose, avec voyage de vision, avec tous les formats que vous apprenez, ou vous avez appris au cours, vous pouvez vraiment soutenir que la personne, elle se voit autrement et puis utiliser énorme capacité que tu as pour construire ta vie. C'est ça, trouver notre objectif en fait, parce que beaucoup de sportifs en fait ont l'impression que leur vie s'est arrêtée le jour où ils ont arrêté leur carrière. Repréparer un objectif, quelque chose pour aller de l'avant, ça fait énormément. Et puis tu peux dire que tu te fixes un but et puis tu t'y tiens quoi. Et tu vas. Et ça, c'est beaucoup de gens qui disent ouais, moi je me fixe les buts, mais je procrastine, j'arrive pas, et puis bon, alors j'ai fait ça, ce que... C'est toute une autre... C'est difficile après le motiver et dire hey, tu arrives à faire. Là, vous devez gratter pour trouver, tu as de la force en toi. Chez des sportifs comme lui, il ne faut pas gratter, c'est évident. Il faut juste le rappeler. Alors, le piège, je dirais, c'est qu'on ne sera jamais dans les mêmes conditions
qu'on était avant. C'est-à-dire qu'on est capable de faire les efforts. Par contre, on a sa femme, on a des enfants, donc on ne peut pas s'attendre à avoir 100% des mêmes disponibilités qu'on avait quand on avait 18 ans. Oui, mais tu as la capacité de surmonter les frustrations. Ça veut dire que tu peux adapter. Et puis femme et enfant, c'est pas seulement des freins. C'est aussi une motivation. Hein. Bien sûr. Comme ton fils, c'est une grande motivation. Alors ça, c'est important. Après, il y a encore une autre chose que ça s'entend très bien chez lui, qu'il disait souvent le terme obsessif. Et puis ça veut dire que c'est comme une addiction. Une addiction, on n'est que dans un truc. Et puis comment on prévient une nouvelle addiction? Par une autre. Non, très bien, une nouvelle. Parce que là, quand tu as dit j'ai remplacé l'obsession, comment on... Non, mais c'est là où est le danger, parce qu'au fond, tu as neuronalement ton circuit de récompense. Et puis c'est entraîné d'avoir tes endorphines avec une obsession. Alors comment tu fais? Tu dois trouver plusieurs sources de récompense. Si tu as que de récompense avec ton fils, d'être père, le moment où il te crache dans la figure parce qu'il en a marre de papa, alors à ce moment-là tu t'écroules. Voilà, et là, tu dois justement, ça c'est aussi qu'on peut vraiment soutenir en hypnothérapie de trouver plusieurs sources de récompense. 4-5 maîtresses, 4-5 vétérinaires. Par exemple. Est-ce que... Non, tu es un sportif, ça veut dire que tu dois avoir des défis. Alors qu'une C'est très dur de garder la même. Ouais, c'est avoir l'argent. Tu dois gagner l'argent pour entretenir tes maîtresses. C'est pas ta femme qui va la faire. Tu commencerais à quel moment de préparer quelque chose comme ça, de diversifier ses récompenses? Au fond, je commencerai à l'âge des enfants pour ouvrir qu'il y a d'autres sports, autres choses. Il y a des films qu'on peut être passionné. On peut être passionné du voyage, on peut être passionné de connaître des choses. C'est vrai qu'il y a l'obsession. Enfin, on peut avoir suffisamment d'obsession pour atteindre l'excellence. On peut maintenir l'obsession requise pour atteindre un top niveau. Oui. Moi je pense. Développer un goût pour une autre activité qui, elle, ne sera pas justement impactée par l'âge, comme le sport. Genre, si l'enfant apprend en parallèle à faire de la guitare, du piano, c'est quelque chose qu'il peut continuer plus tard et basculer là-dessus. C'est une part de son identité de jeunesse et ça peut le rester aussi en grandissant une fois qu'il a arrêté le sport. Donc il abandonne pas tout. Il garde des choses avec lui. Après, j'aime bien, je reviens. Laisse-moi juste dire, j'aime bien son attitude de Julien qui aime multisport. Ça veut dire il est sportif, il aime le sport, il aime faire physique, il aime aller aussi plus loin, apprendre. Son corps est important, le feeling du corps, mais il se protège d'une obsession nocive, parce qu'une obsession positive, on ne doit pas la changer, une obsession nocive en aimant le sport, et puis s'il y a un sport qui tombe pour une blessure ou comme ça, il peut faire aussi d'autres. Je veux dire, il peut faire le surf si les hanches lâchent pour rentrer. Et puis finalement, dans cette philosophie-là, je pense que je ferai, pas seulement du guitare, c'est peut-être quelquefois loin quand on aime le corps, mais de montrer qu'on peut aussi être bon. Federer a été bon aussi en faute. Il a longtemps pas su s'il veut devenir professionnel en foot ou en tennis. D'accord? Ça fait déjà dans la tête qu'il y a des choix, il y a plusieurs sources de joie. Après, le risque, c'est que ça devienne justement, ça fasse partie d'une stratégie de désengagement aussi, de ne pas vouloir se mesurer, justement, stratégie de la jambe de bois. C'est une obsession. Et puis il y a aussi la réalité, parce que nous on a essayé de diversifier, parce qu'à un moment donné, il a voulu faire du basket, enfin bon, on a aidé, mais l'entraîneur il en faisait. Il y
Comme vous avez un compte d'entraîneur, est-ce que vous ne pouvez pas le changer, je me dis qui est là. Le temps il y a vite plus le temps. Moi, en relativement bas niveau, c'est déjà 3 fois par semaine l'entraînement physique, ensuite c'est les entraînements compétition, le week-end, enfin, de là faire un deuxième Les sport. parents, ils pensent que c'est mieux, ils sont obsessifs et addicts au sport qu'addicts à d'autres choses. Ça, c'est le hidden agenda, hein, il ne faut jamais oublier. Le sport, c'est ça. Il y en a qui disent que c'est mieux comme ça parce qu'ils font des jeux vidéo. Ça dépend, on peut très bien gagner sa vie en jeu vidéo. Mais c'est pas du sport. Il y en a qui Mais rien, c'est une autre addiction. Il y a notre dernier point aussi sur Oui, ben, allez. notre dernier point sur le sport aussi, c'est les facteurs environnementaux. En fait, souvent derrière un athlète, il y a la famille, donc le papa, la maman, et souvent ils vont être énormément poussés par eux. Et ça crée un stress chez les enfants qui est considérable. Ça, je le vois, moi, c'est mon père qui m'a beaucoup poussé. Et bon, on va dire, au niveau de l'athlète, il a un peu vécu sa vie par procuration avec moi. J'avais les résultats qu'il aurait souhaité avoir. Donc quand je me plantais, tout de suite ça gueulait aussi sur moi, je m'agressais. Donc un hypnothérapeute en fait peut aider justement à alléger ces sentiments de culpabilité qui peuvent apparaître en fait chez l'enfant quand il loupe une compétition. C'est les parents qu'il faut envoyer chez Oui, mais l'enfant peut en souffrir aussi. Donc, une fois que c'est détecté, est-ce que c'est toi qui le fais par toi-même ou oh non, mon papa me pousse et comment ça se passe quand ça va pas bien? Donc on peut le relaxer là-dessus. Parle aux parents. C'est une interprétation de l'enfant hein, aussi, souvent. Alors, les enfants, ils peuvent interpréter que oui, maman, papa sont fiers. S'ils sont pas fiers, c'est mauvais aussi. S'ils sont fiers qu'ils sont bons, c'est mauvais aussi. Alors pour les parents, c'est quand même toujours... Au niveau, il y a quand même beaucoup de parents qui poussent derrière. S'il n'y a pas les parents derrière, ou surtout au début en fait, au tout début, l'enfant ne décollera pas. C'est comme scolaire, hein. C'est la même chose. Ouais. Il y a une phase de lavage de cerveau qui est assez... Mais il y a aussi des parents qui veulent pas forcément, mais qui soutiennent parce que l'enfant a envie. C'est compliqué quelquefois. Alors, Est-ce que ça peut être aussi un échappatoire pour l'enfant qui n'a pas suffisamment de présence de ses parents aussi? Justement, est-ce que ça peut être ça ça aussi? peut, absolument. Je veux dire, un enfant aime son peer group. Et puis, tu as très bien dit, il y a le groupe, aussi des jeunes, hein, surtout des jeunes quand tu n'es pas encore de la famille. Ça devient, tu es plus dans ta famille d'origine, tu es dans un groupe, voilà, et puis l'entraîneur devient un père supplément. Tout à fait, l'entraîneur est extrêmement important. Extrêmement important, effectivement. On a même davantage, enfin, les gens ont davantage de respect pour l'entraîneur que pour les parents même, ça c'est évident. Oui, l'entraîneur peut se permettre de dire des choses il sera mieux reçu surtout que par les parents. Oui, ça c'est aussi souvent. Et puis là, c'est vraiment la question. Là, il faut aussi laisser un peu l'enfant. Je veux dire, toi, c'était quand même intrinsèque, papa ou pas, parce que finalement, tu avais cette réaction « je veux ». Et puis, ça t'a fait et ça t'a aidé pendant un certain temps. C'était une stratégie de te construire. Et puis, elle était bonne. Tout à fait. Alors, ça, il faut que l'athlète se rende compte. Parce que s'il a une fois développé une stratégie qui était bonne, il peut redévelopper une stratégie qui est bonne à un autre moment dans sa vie. Et c'est là où on peut aussi beaucoup aider. Moi, j'y tiens beaucoup à ça parce que c'est très douloureux d'arrêter. Et puis je me rends compte que les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire s'ils ne peuvent plus faire la compétition. Si le poids prend, parce qu'ils ne peuvent plus bouger autant. Si ils ont encore faim, ils ne peuvent pas arrêter complètement, mais ils doivent quand même, si le cœur est trop grand, etc., c'est pas facile, finalement, aussi. Est-ce que vous avez encore des questions à David? Oui. Que donneras-tu comme conseil à un coach?
Elle est coach fitness. Je voulais pas le dire. Un coach. Mais je l'ai déjà dit, tu sais, j'ai déjà dit coach fitness, rugbyman, entraîner rugby, maman judo, il doit avoir un petit peu des idées, il faut nourrir, quoi. Et toi, À quel niveau? avec toute ton expérience, est-ce que tu as passé, le nombre de coachs que tu as eu, etc., quelles sont, par exemple, les fautes à ne pas faire autant que coach? Il faut ne pas faire. La plus grosse faute qu'un coach peut faire, en fait, c'est de ne pas laisser suffisamment de temps de repos, en fait, à un athlète. Ça, j'en ai connu où il ne voulait pas laisser un jour de repos par semaine et les athlètes se blessaient tout le temps, systématiquement, et le coach ne voulait pas revoir sa méthode qui ne marchait pas. Conduisait à la blessure, donc le repos, c'est le plus important. Et en attitude mentale, comment tu aimerais que le coach intervienne dans ton entraînement? Il faut que après, chaque coach est différent, mais un coach doit être à l'écoute, en fait. Il ne peut pas juste gérer les entraînements avec une feuille Excel. J'ai décidé que tout est comme ça pour ce mois-ci. Non, il faut qu'il soit flexible en fonction des retours de la personne, de l'athlète. Qu'il soit prêt à faire des modifications. Un bon coach doit savoir, en fait, s'adapter à l'athlète. L'entraînement à l'athlète. Oui, l'entraînement à l'athlète, oui. Ouais. T'as fait même en tant que personne, je pense. Parce que si t'as un coach que t'arrives pas à blairer du tout, je pense pas que la performance Non. Ouais, de toute façon, si ça se passe pas bien avec le coach, on n'aura pas de bons résultats, en fait. Donc il faut croire en l'entraînement du coach. Si on ne croit pas que ça va réussir, ça réussira pas, de toute manière. Il y a une part mentale. Il y a une corrélation. J'aimerais penser, en fait, qu'il y a une corrélation. Beaucoup, dans les nouvelles, dans les news qu'on entend, et quand on voit qu'il y a des petites filles qui sont fait abuser par leur coach et qui avaient des résultats excellents, en fait, pourtant elles méprisaient leur coach, je me dis qu'apparemment la corrélation. Bon, c'est l'âge. Là, c'est une dépendance et c'est un lien toxique, mais amoureux. Il faut jamais oublier ça. C'est une dépendance. C'est un abus. Alors là, c'est pas dans les normes. Alors il faut pas comparer. Les jeunes, parce que attention, alors si on va là-dedans, beaucoup de coachs font des abus. Malheureusement sur les enfants, aussi sur les garçons. Alors moi, dans toute ma carrière de hypnothérapeute, j'ai quand même pas mal eu des garçons, et puis ça c'est terrible pour les garçons parce qu'ils ne peuvent pas en parler. Et puis dans notre code pénal, un garçon n'est pas violé. Il faut savoir. Il n'y a pas de viol, il n'y a que de viol sur les femmes en Suisse. Bon, je dirais que de toute façon, sur le long terme, c'est sûr, pour que l'athlète puisse continuer à s'épanouir, il vaut mieux qu'il s'entende bien avec le Oui, alors, dans la norme, c'est ça. D'accord, on est d'accord là-dessus. Dès qu'il y a abus, il y a c'est ces relations toxiques qui se font, la dépendance. Alors on ne peut pas le prendre en comparaison. Par exemple, j'avais mis fin à une association avec un coach parce que justement, je lui avais dit chaque année, je prends deux fois 2 semaines de repos où je ne fais pas du tout de course de sport. Je me ressource mentalement, physiquement, c'est une manière pour moi d'éviter les blessures. Et le premier truc qu'il me dit, c'est non, on va pas faire comme ça c'est pas à toi de décider, ça c'est à moi. Et je lui dis, tu sais quoi? Bye bye. Moi je sais que j'ai besoin de mes 2 fois 2 semaines, si on n'est pas d'accord avec le coach, il vaut mieux en trouver un différent. Le truc c'est que tu étais adulte quand tu as fait ça. Ouais, j'avais déjà Voilà. Alors des jeunes comme les garçons de Vildana, ils n'osent pas dire quelque chose contre le coach. Hein. C'est clair. Et là, il y a énormément de jeux pour abus, pour violence, pour quoi que ça soit. Ça, parce qu'il y a un lien qui se crée entre le coach et l'emprise. Parce qu'on doit suivre. Il ne faut jamais oublier ça. Un coach, ça veut dire qu'on doit suivre le coach. Ça veut dire qu'il y a ça et une dépendance qui crée. Alors,
Ça, c'est pourquoi c'est pas mal si les enfants sont entourés des parents, pour justement aussi un peu relativiser, pour le défendre, c'est quand même important, surtout quand ils ont encore 12 ans. Hein. Je peux m'imaginer que les coachs de ton fils ne peuvent pas te faire... ne peut pas te raconter des histoires. Ça veut dire que tu as cette autorité. Si jamais tu vois que là, il y a quelque chose où c'est trop, toi, tu n'hésiteras pas d'intervenir. Oui, et puis, ils vont te respecter. Effectivement. Alors, à ce moment-là, ça, c'est... J'ai vu une fois un papa footballeur qui a dit non, moi je vais, même s'ils sont adultes, même s'il a 18 ans, je vais toujours, même si ça m'embête, parce que j'ai vu maintenant qu'il est dans le cadre, qu'il est toujours exposé au coach, et puis ceux qui ne sont pas protégés en prennent quand même pas mal. Alors là, si jamais, il faut quand même entourer les enfants, on ne peut pas les lâcher. Dernier point, une autre chose que j'ai vue surtout chez les coureurs, c'est l'impact des... Quand on court, par exemple, une fracture de fatigue, certaines blessures, en fait, même une fois guéri, il ressentira encore cette blessure fantôme. Et ça, c'est quelque chose, en fait, où l'hypnose peut aider. Je pense que c'est possible d'accélérer la guérison et surtout d'abaisser le niveau de stress quand on ressent cette blessure fantôme. C'est la blessure ou la douleur? La première fois... C'est l'endroit de la blessure. Oui, on a l'impression... Il y a quelque chose de spécial. C'est ça. Ouais. Quand un coureur ou un athlète a une fracture de fatigue, par exemple, déjà ça prend à peu près 3 mois pour guérir, donc c'est assez long, mais on va ressentir cette sensation de fracture de fatigue pendant les 12 mois suivants. Et tout le temps, on aura cette appréhension. Hey, est-ce que je suis toujours blessé? Est-ce que cette fracture est revenue? Et ça, c'est un paramètre qu'on peut jouer sur le niveau de stress et sur... Ouais, médecin intérieur, activer tout ça. Et en même temps, comment déstresser? On y fait davantage attention. Donc en relaxant la personne, je pense que la douleur peut disparaître beaucoup plus rapidement. C'est bien ça. Douleur. Là, le stress fait des douleurs. Ça, c'est en propre des fractures, c'est que la douleur fantôme reste très longtemps. Ouais. Alors que justement, quand une fracture se refait, elle est toujours plus forte. Donc on ne devrait pas avoir à stresser, on devrait savoir justement que ça ne va pas casser au même endroit. Mais il y a une mémoire qui se crée. Oui, c'est ça. Et puis pendant la douleur, la personne, elle crée d'autres positions pour éviter la douleur. Et puis si elle revient dans la position auparavant, elle va relier quelque part la douleur. Nous avons plein de travail pour communiquer. Voilà, on aura absolument pas de manque de travail dans le futur. Le sport gagne de plus en plus de gens qui sont des sportifs. Et puis les factures de fatigue ne sont pas réservées aux athlètes de haut niveau. Ils sont aussi réservés à toute personne normale en Suisse parce qu'on fait beaucoup de sport. Alors, continuez de faire de sport modérément. Et puis après, qu'est-ce que ça veut dire modéré? Oui, c'est relatif. Hein. C'est relatif, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. On va faire un grand applaudissement. C'était super intéressant et puis aussi ton partage personnel, parce que merci, parce que ça nous apprend quand même beaucoup. Et puis je vous encourage vraiment de travailler avec des sportifs et des enfants aussi, mon Dieu. Enfin, le sport, c'est très pratique. T'as dit, la nuit d'avant n'était pas importante, celle de... Oui, c'est pas la dernière nuit, c'est celle d'avant. Et... C'est prouvé, enfin, il y a oui, c'est prouvé, il y a eu des trucs, oui, tout à fait. Donc, apprendre la personne à se relaxer le jour d'avant la compétition pour être pour s'endormir plus facilement, c'est la bonne chose. C'est un point sur lequel j'aurais aimé qu'on joue davantage. C'est pas parce que la dernière nuit n'est pas importante qu'en fait, oui, d'accord. On aime bien être frais quand même avant une course.
Alors, Une question qui n'a rien à voir, mais maintenant, tu fais quoi comme activité? Pro professionnel. Ah bah, comme vous. D'accord. Ouais. Je suis vraiment kinésithérapeute. Spécialisé dans le sport. Pardon? C'est un sport santé. Je suis à Genève. ça va bien démarrer. Ouais, pas mal. Ouais. Plutôt sportif. Non, plutôt, Très varié. plutôt addiction. Addiction au sport. Addiction au sucre, addiction. Ça doit être le référencement de mon site en fait qui doit favoriser orienter. plutôt C'est ça. C'était justement la transposition de ton addiction. Qui est transposable sur d'autres. Ouais, bon, après ton parlement, faisons une pause parce qu'à 4h, il y a Laurent Trinquart qui vient. Tu te sers aussi, si tu as envie, reste encore un peu, puis si tu veux rester pour voir Trinquart, tu peux. Voilà, c'est la petite. Yes.